pour continuer sur ce qu'on a commencé la dernière fois, probablement qu'on va garder la formule comme ça, où je vais aller en solo pour le public, pour développer sur la psychologie évolutionnaire. OK. Et l'approfondir, l'amener au public. C'est le seul moyen que j'ai pour le moment d'amener cette science au public, c'est à travers ce contact direct comme on a. Je vais vous laisser aussi l'opportunité de poser des questions. Pas trop de questions, mais quelques-unes. Parce qu'il y a des questions que les gens ont qui sont très intéressantes dans ce sens que elles me forcent à gruger dans tout ce matériel. Et comme je ne pense pas, ça force le contact télépathique à s'ouvrir puis à nous amener à des constats très, très intéressants. En ce qui concerne la psychologie évolutionnaire, ce soir, je voudrais parler de l'importance de la télépathie chez l'homme. Quand je parle de la télépathie, je ne parle pas de la télépathie comme on le conçoit d'une façon conventionnelle. Pour moi, la télépathie, c'est la fracture du rayon de la pensée, c'est l'abolition du moi, l'élimination technique du je, pas par l'ego, mais par la pensée elle-même, par la source de la pensée. Et c'est l'émission vers l'homme d'une constante universelle, donc d'une science, qui est infuse, qui ne se pense pas, qui est communiquée, et qui ne fait pas partie du royaume de la pensée subjective ou de la pensée réfléchie de l'humanité, de l'involution. Et ce développement dans la conscience humaine qui va s'étendre sur des générations et des siècles, il est important qu'on le comprenne au moins pour le moment d'une façon philosophique, parce que pour le comprendre sur le plan psychique, sur le plan personnel, il faut en faire expérience, et ça fait partie de l'évolution de l'homme. Ça fait partie de la mutation psychique de son moi. Ça fait partie de la nouvelle définition relationnelle qui existe entre l'humain et les plans invisibles. L'homme n'est pas tellement conscient de l'invisible parce qu'il n'est pas en communication télépathique avec. Pour lui, l'invisible, ce sont des zones, ce sont des espaces qui sont plutôt retirés de son expérience. Et pour le moment, à ce stage-ci de l'évolution, pour que l'homme puisse prendre conscience de l'invisible, il lui faut absolument pouvoir communiquer par télépathie. Et ce n'est pas facile parce que les plans, ou les éthers de conscience, ou les mondes invisibles qui sont habités par des intelligences qui peuvent communiquer avec l'homme, ne sont pas des mondes nécessairement faciles à pénétrer à partir du plan matériel vers eux ou à partir d'eux vers le plan matériel. Parce que dans le fond, c'est un problème de communication. Et le mental humain n'est pas suffisamment dissocié psychiquement de la mémoire de la race. L'homme est trop conventionnel dans sa pensée. Et comme il est conventionnel, il a tendance à penser en fonction de sa mémoire. Il n'est pas capable de se dissocier psychiquement des formes de pensée qui constituent substantiellement le programme de son mental, le profil de son mental. Donc, il ne peut pas plonger dans le vide psychique de sa conscience universelle. Pendant l'évolution, l'homme a fait des efforts dans cette direction-là, dans ce sens qu'il a cherché à s'oublier pour se retrouver dans une autre catégorie de conscience que nous avons interprétée comme une forme de mysticisme,
Mais le mysticisme, ça n'est pas suffisant pour l'homme, parce que le mysticisme, ça fait encore partie du conditionnement astral de sa conscience planétaire, et ultimement, l'homme découvrira que le mysticisme est directement relié aux alliances psychiques astrales qui sont convoquées, forgées par des entités qui ne font pas partie de l'intelligence, mais qui font partie plutôt de l'expérience de l'homme mortel mais désincarné. Donc le mysticisme pour un être conscient, c'est sans valeur. Si un homme n'est pas capable de comprendre de communiquer, d'être en communication d'égal à égal avec un plan de conscience, et qu'il est assujetti à un plan de conscience qui le fait vibrer et qui le plonge dans un état mystique, l'homme n'est nulle part. Il est simplement victime d'un autre état de conscience, d'une autre relation avec des plans sur lesquels il n'a aucun contrôle, dont il ne connaît aucunement les lois, et dont il n'est pas capable non plus de renverser à volonté les abus. Mais si l'homme n'est pas capable de renverser les abus que les plans exercent contre lui parce qu'il n'est pas conscient des lois obscures des mondes parallèles, mais à ce moment-là, il demeure un être affaibli, il demeure un être sans puissance, il demeure un être qui réfléchit, il demeure un être qui reçoit de l'information venue d'ailleurs, mais qui n'est pas capable, de par sa propre lumière, d'en extraire les éléments mensongers pour en faire renaître la puissance créative, parce qu'il n'est pas suffisamment dans sa lumière. Il y a des mots que nous utilisons au cours de notre évolution, que nous avons utilisés pendant l'évolution des races et des civilisations, autant judéo-chrétiennes qu'orientales. Des mots dont nous n'avons aucune notion. Nous parlons de la lumière. Qu'est-ce que c'est la lumière? C'est très bien, ça, de dire, je suis dans ma lumière. Mais qu'est-ce que ça veut dire, de la lumière? On ne peut pas utiliser des mots simplement pour se créer des conventions, ou pour se créer des états d'âme, ou pour se créer des perceptions qui cachent la réalité fondamentale des plans. L'homme doit connaître les plans un peu comme il connaît le plan matériel. Donc, si la lumière n'aiguise pas son sens scientifique, la lumière aiguise son sens spirituel, et il demeure à ce moment-là un être assujetti aux plans. Pour que l'homme puisse comprendre les plans, il faut que sa lumière, donc son intelligence, donc sa puissance créative, soit capable de démasquer le mensonge qui fait partie de l'inversion de la réalité. Et la réalité, elle est invertie parce que l'homme n'est pas capable sur le plan psychologique dans la mesure où il est dans un corps matériel qui est très très axé sur le mouvement animal de ses émotions. L'homme n'est pas capable de subir intégralement, objectivement, le choc de la rencontre avec des esprits supérieurs. L'homme n'est pas capable parce qu'il n'a pas la substance psychologique ni la puissance psychique pour répondre sur un pied d'égalité à des intelligences qui font partie des mondes parallèles, donc qui ont substantiellement une avance sur lui, autant sur la compréhension des lois du temps, des lois temporelles, que sur le mouvement spatial de leur forme. Donc l'homme a besoin, sur le plan psychique et sur le plan psychologique, d'avoir beaucoup d'identité pour venir en opposition créative avec des intelligences venues d'ailleurs, que ces intelligences soient d'un niveau, que ce soit des intelligences d'un autre niveau, c'est sans importance, parce que de l'intelligence, c'est de l'intelligence, qu'elle soit emmagasinée dans une forme matérielle, semi-matérielle, astrale, éthérique, morontielle. C'est sans importance. Ce qui est important, c'est que l'homme soit suffisamment dans sa lumière, dans son intelligence, pour pouvoir venir en contact télépathique, vibratoire ou expérientiel avec des intelligences qui sont capables de passer de leur espace-temps vers le nôtre. À ce moment-là, l'homme peut commencer à se dérober de son inconscience, commencer à se construire un corps morontiel, se libérer de l'enveloppe astrale, et lorsqu'il sort de son corps matériel à la fin de sa vie, passer à la conscience morontielle, donc à la conscience systémique, pour continuer son évolution
mais d'une façon stratégique et non pas d'une façon passive comme les hommes l'ont fait pendant l'évolution en mourant simplement. Donc, qu'est-ce que c'est la psychologie évolutionnaire? C'est certainement un très très grand chemin, un très grand développement, une très grande évolution, un très grand rapport télépathique entre l'homme et les plans subtils qui durera probablement des siècles. Je ne suis pas le dernier, ni le premier à instruire l'humanité sur la psychologie évolutionnaire. Je fais partie simplement, probablement, d'une pièce témoin. Parmi d'autres pièces témoins, qui au cours de l'évolution amèneront énormément d'informations sur la Terre, parce que les hommes seront capables finalement d'être en communication télépathique avec l'invisible. Le concept de l'invisible doit être absolument traversé, c'est-à-dire que nous devons, pour le moment, sur le plan psychologique et sur le plan psychique, l'étudier pour pouvoir éventuellement construire les structures occultes de la conscience humaine pour que l'homme puisse un jour passer du plan matériel à d'autres plans en conscience et finalement réaliser que l'invisible, dans sa nature mystique, n'existe pas. La science matérielle nous aide aujourd'hui à comprendre ceci, un peu plus qu'auparavant. Mais sur le plan de l'expérience humaine, nous sommes très loin de comprendre que l'invisible n'existe pas. Mais pour le moment, l'homme ne peut s'approcher de l'invisible que par le biais de la télépathie en ce qui concerne l'étude des mondes parallèles. Si l'homme s'approche de l'invisible à travers le voyage astral, à ce moment-là, il ne peut pas comprendre l'invisible parce qu'il n'a pas le moyen ou l'outil mental pour déchiffrer son mouvement dans l'astral, ni en comprendre ou en décomposer le symbolisme qui fait partie aussi de sa programmation et de la mémoire de sa race. Le mensonge est fondamental dans l'univers local. Si le mensonge n'était pas fondamental dans l'univers local, et quand je parle de l'univers local, je parle de l'univers systémique, je parle de l'univers où évoluent des millions de civilisations dans d'autres registres que le nôtre, des mondes qui sont totalement indépendants de nous, mais des mondes aussi qui ont leur évolution, qui ont vécu leur évolution, qui sont encore en voie d'évolution, mais une évolution qui est différente de la nôtre. Mais il y a une chose qui unit les mondes parallèles, c'est l'intelligence. Les mondes parallèles ne sont pas unis par la forme, mais les mondes parallèles sont unis par l'intelligence. Et dans les mondes parallèles, dans ces systèmes de vie universels, il y a différents niveaux d'intelligence. Vous avez à l'extrême gauche, si vous voulez, l'intelligence que nous appelons sur la Terre le mal, parce que le mal est une forme d'intelligence. Et vous avez sur l'autre plan, à l'extrême droite, ce qu'on appelle le bien, qui est une autre forme d'intelligence. Mais ces deux formes d'intelligence sont régies par des lois fondamentales. Et la loi fondamentale qui régit les deux systèmes d'intelligence, qu'on appelle le bien ou le mal, sont les lois de ce que j'appelle le mensonge cosmique. Le mensonge cosmique n'est pas en soi une déviation de la réalité, il fait partie de la réalité. Alors que le mal, ou ce que nous appelons le bien, ou les aspects subjectifs de ces deux formes d'énergie, sont des manifestations du mensonge cosmique. Donc le mensonge cosmique, c'est quoi? Le mensonge cosmique, c'est simplement l'inhabilité pour un être en évolution de conscience, pour une unité de conscience, l'inhabilité, l'incapacité de détruire la polarité qui existe entre le bien et le mal, de détruire la polarité qui existe entre le vrai et le faux. Si l'homme était capable de voir ou de détruire ou de neutraliser la polarité entre le vrai et le faux, le bien ou le mal, l'homme aurait conquis le mensonge cosmique et à ce moment-là, il serait
dans un mouvement de conscience télépathique avec les circuits universels. Il serait dans son intelligence, il serait dans sa lumière, il serait lui-même lumière, donc il serait techniquement un être pouvant discuter intelligemment avec n'importe qui, sur n'importe quel plan, dans n'importe quel espace-temps, utilisant n'importe quel véhicule, que ce soit physique, éthérique, astral ou mental. Bon, mais ça fait partie de l'évolution. La raison pour laquelle j'ai donné le terme de psychologie évolutionnaire à ce mouvement de l'homme vers le 21e, 22e, 23e siècle, ainsi de suite, c'est pour faire comprendre qu'au cours de l'évolution, la psychologie sera un processus de développement. Ce ne sera pas une dictature dogmatique comme ce le fut au 20e siècle, ou comme ce le fut au niveau des religions pendant l'évolution. Au cours du 21e siècle, à partir du moment où l'homme entrera dans l'âge du Verseau et que l'homme commencera à protéger sa conscience personnelle, c'est-à-dire à partir du moment où il commencera à être libre, la psychologie qu'il développera face à la vie, autant matérielle que morocielle, qu'astrale, qu'éthérique, cette psychologie sera totalement le résultat d'un devenir, d'un développement, d'un processus. Et ce processus sera fondé sur sa capacité mentale d'intervenir adroitement dans la neutralisation de la polarité du vrai ou du faux, ou du bien ou du mal. Une personne, par exemple, qui ne comprendrait pas ça, bon, on pourrait lui donner un exemple. On pourrait dire qu'il existe dans notre expérience sociale des gens qui sont spirituels mais sans intelligence. Ce que j'appellerais en anglais, j'aime beaucoup l'expression anglaise, unenlightened spirituality. Une spiritualité sans lumière. Bon, je vous donne un exemple d'une spiritualité sans lumière. Je vous donne un exemple qui est un peu à l'extrême. Vous avez un type qui reçoit une pensée, qui se fait dire par une entité d'aller au Vatican et de détruire les statues. Parce que ce sont des nus. Et on lui dit que c'est le Christ qui lui parle. Il y a combien d'individus dans le monde qui ont entendu des voix? Et en général, quand ces voix-là parlent, c'est soit le Christ ou la Vierge, parce que ce sont les deux grands personnages de notre histoire judéo-chrétienne. On s'identifie facilement au Christ, on s'identifie facilement à la Vierge, et ce sont toujours ces deux personnages qui viennent à l'attention du récepteur. Et on lui donne un commandement et il s'en va dans le monde gâcher sa vie et aussi la vie des autres. Pourquoi? Parce que il a une spiritualité sans lumière. Donc, avoir une spiritualité en soi n'est pas suffisant. Parce qu'il y a eu trop de crimes commis contre l'humanité au nom de la spiritualité. On n'a qu'à penser à l'Inquisition, on n'a qu'à penser à des Savonarola. Il y en a eu tout partout pendant l'évolution des Savonarola. Des Waco, des Jamestown. Et combien d'autres qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas enregistrés dans les annales de notre civilisation. Donc une spiritualité qui est sans intelligence, ça peut être très dangereux parce que les gens qui sont spirituels sont facilement magnétisables au niveau du corps astral, donc ils sont facilement amenés à un état de fanatisme. Et là où il y a fanatisme, il n'y a pas d'intelligence. Et si on va plus loin dans l'étude de ce phénomène qu'on appelle la spiritualité, on s'apercevra un jour qu'un homme intelligent n'est aucunement spirituel. C'est un stage de son évolution qu'il a dépassé.
Donc, nous avons dépassé le stage de l'évolution matérialiste, nous dépasserons le stage de l'évolution spirituelle, et un jour, nous entrerons dans le stage de l'évolution mentale, ou supramentale, appelez ça comme vous voulez. Supramentale simplement parce qu'à partir du moment où un homme a une conscience supramentale, il est obligé de s'élever au-dessus de sa conscience mentale, qui est peut-être le siège de sa conscience spirituelle. Mais dans une conscience supramentale, la conscience spirituelle est absolument inexistante. Pourquoi? Parce qu'un homme qui a une conscience mentale est en lutte automatique, instantanée, avec ce qu'on appelle le mensonge cosmique. Donc avec la polarité. Ne pas être en lutte avec la polarité, ne pas comprendre les mouvements de la polarité, ne pas comprendre la relation subtile qui existe entre le bien et le mal, c'est ne pas être intelligent. Et être intelligent, c'est comprendre ceci. Et c'est pour ça que ce sera très difficile pour l'homme de devenir intelligent, parce que pour comprendre le mal et le bien, pour comprendre la polarité, pour comprendre le mensonge cosmique, pour comprendre le travail qui s'exerce contre l'homme à partir des plans subtils, qui manipule constamment les structures psychiques de sa conscience, donc de son moi planétaire, il faut ultimement que l'homme dépasse un peu le stage égocentrique de son moi planétaire, donc son je, donc l'appellation psychologique à sa personnalité, pour finalement entrer dans un dialogue objectif, difficile au début, mais avec le temps de plus en plus facile, avec un niveau de conscience, ou d'intelligence, ou de lumière, qui fait partie de son actualisation en tant qu'être, mais sur un plan invisible, mais raccordé à sa matérialité. Bon, à ce moment-là, l'homme commence à entrer ou à comprendre ce que veut dire être intelligent, dans le sens systémique du terme, et non pas dans le sens planétaire du terme. Donc l'évolution, la psychologie évolutionnaire sera certainement un développement à long terme, et les hommes découvriront au fur et à mesure où eux-mêmes laboureront la terre de cette science très vaste, ce qui existe derrière la forme. Donc aujourd'hui, nous pouvons en parler à un certain niveau, demain nous en parlerons à un autre niveau. Je me suis toujours empêché en public de parler d'autres civilisations parce que je ne veux pas être associé avec les intérêts ou les recherches que les gens font ou les appétits que les gens ont dans cette direction. Sachant très bien que l'homme a beaucoup plus besoin d'une psychologie saine aujourd'hui, ici, pour traiter avec sa journée, son quotidien, que de savoir ce qui se passe dans d'autres espaces-temps. Par contre, si on regarde simplement le grand panorama de l'évolution biologique, systémique, à l'intérieur d'un univers local qui contient des millions de soleils, par rapport à des vies ou des vagues de vie ou des niveaux de conscience tellement différents de nous, tellement éloignés de nous, autant sur l'échelle chronologique que sur le plan spatial, qu'il est évident qu'il peut y avoir des différences absolument énormes entre un être humain et un autre être venu d'ailleurs, de la même façon qu'il peut y avoir des différences énormes entre un être qui est né en Chine et un être qui est né en Afrique du Sud. Si nous ne sommes pas assez intelligents pour comprendre par simple comparaison ce que nous avons vécu depuis 100 ans au niveau de la science, pensez à Edison, pensez à Bell, pensez à Lavoisier, pensez à la science d'aujourd'hui, et ça ne fait que 100 ans. Et nous n'avons même pas commencé à travailler, à étudier le psychisme, l'esprit, parce que nous sommes encore dans notre moi, nous ne sommes pas télépathiques, nous sommes réfléchis, nous étudions par réflexion, et nous avons fait un pas de géant en science depuis 100 ans. Imaginez-vous ce que l'homme fera sur le plan psychique lorsqu'il sera télépathique et qu'il aura fait ceci pendant
10 ans, 15 ans, 100 ans, 200 ans, 500 ans. Il sera forcé à un certain moment donné de laisser de côté sa langue, son langage planétaire, pour finalement utiliser un langage systémique. Parce que son mental, sa télépathie, sa nouvelle façon de comprendre scientifiquement l'universel, l'univers, le forcera à développer une autre langue. Et cette langue sera certainement d'un autre niveau vibratoire, donc elle pourra être comprise, perçue, saisie par une grande masse d'individus, mais dans des zones de vibration plus élevées que ce que nous avons aujourd'hui. On commence un peu, il y a des gens qui vivent un peu de ce phénomène de télépathie, mais ce n'est pas encore sous le contrôle de l'homme, ça ne fait pas encore partie de la maîtrise de sa conscience, ça ne fait pas partie de la puissance de sa conscience, mais c'est en voie d'évolution rapide. Et si vous prenez cette capacité de communiquer avec d'autres mondes, d'autres plans, même si l'homme ne les voit pas, et vous commencez à intégrer ces notions dans votre matérialité actuelle, il est évident que votre conscience va changer, donc vous accéderez lentement à une psychologie évolutionnaire. Mais vous ne pourrez pas bénéficier d'une psychologie évolutionnaire en voulant vous rattacher à une psychologie purement matérialiste, évolutive, qui est celle de nos pères, qui est celle de nos races, qui est celle de nos nations. Parce qu'il n'y a plus de relation entre un homme qui pense et un homme qui ne pense pas. C'est un autre âge. C'est un autre phénomène humain. C'est une autre dimension de sa lumière. C'est le premier mouvement de sa lumière vers l'ego. C'est le premier pas vers son infinité. C'est le premier pas vers son immortalité. C'est le premier pas vers l'élimination de la mort astrale et le premier mouvement vers la mort moroncière, qui est simplement l'éclatement de l'âme et la réorganisation de cette mémoire fantastique à un autre taux vibratoire. La conscience moroncielle, l'homme qui aura une conscience moroncielle, verra son âme totalement éclatée, transmutée et réorganisée psychiquement pour pouvoir, sur un autre plan, s'adapter facilement à des dimensions qui ne font pas partie de l'involution. L'involution veut dire quoi? L'involution veut dire la perte de conscience. L'être humain est dans une perte de conscience. L'homme n'a pas conscience. La preuve, il n'a pas d'identité. Si l'homme n'a pas conscience et si l'homme n'a pas d'identité, comment voulez-vous qu'il puisse ne pas mourir en conscience une fois qu'il sort de son corps matériel? Comment voulez-vous qu'il ne retourne pas au plan astral? Si nous regardons le plan astral du point de vue systémique, du point de vue cosmique, ce n'est pas intéressant. Pour nous, lorsque nous mourons, nous sommes dans un autre monde, nos parents ne savent pas ce qui se passe, nous vivons ce qui se passe. Par contre, les désincarnés, eux, ils ont un problème. Je vous cite un des problèmes. Une âme qui serait souillée, trop souillée. Quand je dis souillée, je veux dire trop imprégnée de vibrations négatives. Sur le plan astral, elle perd son indépendance. Et une âme qui perd son indépendance en forme astrale ou sur le plan astral, elle peut être récupérée par des intelligences systémiques et ils sont capables d'utiliser cette âme-là, la transborder dans leur système parce qu'ils ont accès au plan astral et intégrer cette âme-là dans des corps chimiques pour le développement chez eux de populations serviles.